La disparition du Poitou-Charentes en tant que collectivité se fondant dans le vaste territoire où elle rejoint l'Aquitaine et le Limousin met aussi un point final à l'existence d'une entité bien spécifique, à cheval sur deux collectivités régionales, la SAFER Poitou-Charentes-Vendée. Ce territoire original est une rançon de l'histoire puisque la Vendée appartenait au Poitou et que le Marais Poitevin, espace naturel emblématique de plus de 100 000 hectares, y est en partage. La Vendée n'a été séparée de sa région historique qu'en 1956, puis de manière plus officielle en 1972, avec la création des régions administratives Poitou-Charentes et Pays de la Loire. Riche en monuments historiques, la région Poitou-Charentes, située dans le grand sud-ouest français, l'est particulièrement en édifices romans. Les villes d'art et d'histoire, les joyaux de l'art roman, ou encore les fortifications côtières comme Fort Boyard, ne peuvent que combler les passionnés d'architecture. Les merveilles du patrimoine, les côtes du littoral charentais jalonnées de plages de sable et d'agréables stations balnéaires, avec également les îles de Ré et d'Oléron, mais aussi les festivals renommés, bande dessinée à Angoulême ou Francophonie à La Rochelle, les traditions maritimes et les trésors gastronomiques en font une destination de choix. Le tourisme constitue ainsi un pan important de l'économie régionale, récemment consolidé par le développement de parcs à thème, dont celui du Futuroscope près de Poitiers et d'une envergure internationale, ou de villages nature comme le 6e Center Parks en France, installé dans la Vienne. Pour sa part, le département de la Vendée est le premier département touristique de la façade atlantique et le deuxième de France avec 140 km de plage et le taux d'ensoleillement le plus important de la côte atlantique, avec des fleurons comme les Sables d'Olonne ou les îles Dieu et de Noirmoutier. Le grand parc du Puy du Fou ou le Vendée Globe Challenge sont aussi des références connues dans le monde entier. Le Poitou-Charentes est également une région marquée par la ruralité, réputée pour ses vignobles qui produisent cognac, pinot des Charentes, mais aussi vin du Haut-Poitou, ses produits maraîchers ou ses productions laitières, fromage de chèvre et de vache, beurre de Charente-Poitou. La Vendée est aussi un département rural où l'agriculture occupe une place importante, notamment l'élevage. De nombreuses entreprises agroalimentaires y ont vu le jour et les noms de Fleury-Michon et de la Sodebo sont connus de tous. La Vendée est aussi une terre d'excellence pour un tissu dense de PME conquérantes à l'international, comme c'est notamment le cas dans l'industrie nautique avec les chantiers Beneteau-Jeannot. Le territoire constitué par le Poitou-Charentes et la Vendée est marqué par d'importants enjeux environnementaux et écologiques, du fait de la présence de vastes zones humides, dont le Marais Poitevin est la principale, et d'une zone littorale de plus de 700 km, îles comprises. Zone de transit sur des axes nationaux et européens importants, le Poitou-Charentes est sillonné par une forte densité de voies de communication. La Vendée a bénéficié de son côté d'une politique dynamique de désenclavement routier. Partout, les zones économiques, d'activité ou commerciales ont accompagné ce mouvement. La Vendée connaît également une forte attractivité démographique, alors que le Poitou-Charentes bénéficie d'une augmentation de population légère mais continue. Le développement de nouvelles zones d'habitat y est marquant, notamment en zone littorale. Aussi, même si l'agriculture domine l'utilisation du sol sur le territoire d'intervention de la SAFER, l'artificialisation des sols constitue une préoccupation importante. Entre 2006 et 2012, la surface agricole a ainsi diminué de 36 400 hectares, soit l'équivalent de près de 530 exploitations de taille moyenne. Les espaces naturels ont pendant la même période diminué de 2150 hectares. Tels sont les traits marquants d'un territoire que la réforme territoriale de 2016 fait éclater en deux entités nouvelles en charge de l'aménagement foncier. La part vendéenne de la structure a vocation à rejoindre la SAFER Maine-Océan, alors que celle regroupant les 4 départements du Poitou-Charentes rejoindra les départements aquitains et limousin dans une nouvelle SAFER de vaste dimension. À l'occasion de notre deuxième congrès national sur notre territoire, Poitou-Charentes-Vendée, qui aura 57 années d'existence et sur lequel une première page va se tourner au plus tard en 2019 et une deuxième va s'ouvrir, nous avons tout simplement souhaité donner la parole aux acteurs du territoire pour qu'ils nous parlent des 4 missions
qui sont confiées à la SAFER par le législateur. Il est très important de faire en sorte qu'il y ait une régulation. Il faut trouver les équilibres. C'est pour ça que la SAFER, y compris quand elle n'impose pas, mais quand elle fait des arbitrages, par exemple, la SAFER est un lieu qui peut être un lieu qui régule, qui pose à l'intérieur de plusieurs régulations. La SAFER est un élément d'équilibre. Il faut trouver ces points d'équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Au niveau du foncier, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec la SAFER dans ses actions, je crois quand même que la SAFER a un rôle primordial. D'abord parce qu'elle a un pouvoir de préemption et elle a un pouvoir de rétrocession précisément pour l'installation, puisque dans l'ordre de rétrocession, c'est quand même l'installation qui doit primer. Et puis aussi, elle a un rôle qui n'est pas accessoire aujourd'hui à un moment où le foncier a tendance à flamber, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une inflation insupportable du foncier précisément pour s'installer. Si effectivement la SAFER n'était pas là pour à la fois faire en sorte que ne se constituent pas des exploitations qui perdent toute dimension humaine et ne limitent pas le prix du foncier, eh bien je crois que les campagnes que nous avons encore ne seraient pas aussi belles. Sur l'ensemble des transactions sur le foncier, la part pour laquelle la SAFER a exercé son droit de préemption est très faible. Elle est de 5% au total. Donc on ne peut pas généraliser, même si ici ou là il peut y avoir des petits problèmes, on ne peut pas généraliser puisque en fait ça ne rassemble pas l'ensemble des transactions, loin de là. Par ailleurs, on sait que dans certaines régions à forte valeur ajoutée, pour citer le cognac, puisqu'on est dans cette région du cognac, 2/3 des transactions échappent à la SAFER. Et puis le prix de l'hectare dans le cognac a doublé en 10 ans. Je pense que aujourd'hui la SAFER fait son travail, mais il faut encore qu'on améliore et on ne l'utilise pas assez, il me semble. C'est sûr que s'il y avait plus de moyens de la SAFER, on pourrait préempter sûrement plus et contrôler plus les transferts de foncier. La priorité, ça a toujours été pour les jeunes, l'installation des jeunes, et la SAFER, sa priorité, c'est les jeunes. Peut-être aussi essayer de limiter justement ce phénomène peut-être d'agrandissement. C'est essentiel d'éviter qu'il y ait une trop forte concentration des exploitations et que les jeunes n'aient plus accès à ces métiers. Et donc nous, notre volonté, c'est d'avoir une politique qui puisse les aider. La SAFER n'a pas les moyens ou des moyens insuffisants de faire du stockage de terre. Or, pour bien travailler, il faudrait pouvoir stocker les terres un certain temps. En ce qui concerne la SAFER, dans les comités techniques, y a des gens qui veulent toujours plus de SAFER, d'autres qui en veulent moins. Nous, on est plutôt de ceux qui en veulent moins, tout en gardant la SAFER. On est quand même sur des régions où le prix du foncier a tendance à monter, parce qu'il y a une pression forte. Et donc là, on attend absolument justement des organismes comme la SAFER de jouer un rôle là-dessus sur l'équilibre un peu du coût du foncier. Éviter que le foncier monte trop vite, ce qui empêche parfois un jeune de s'installer. La SAFER a toujours été là pour faire en sorte que la structuration foncière se passe au mieux, que les installations puissent exister, qu'on évite de faire des démembrements exagérés, qu'on évite l'empreinte exagérée de l'urbanisme. Vous savez qu'on perd quand même des surfaces agricoles très importantes tous les ans. Donc oui, l'interprofession du cognac se doit d'avoir des liens avec la SAFER pour veiller à ce que ces missions puissent être exécutées de bonne manière et qu'effectivement la SAFER puisse jouer pleinement son rôle pour faciliter les installations qui, en procédant à des acquisitions et en mettant en occupation ces terres à des jeunes en attendant une solution de rachat plus tard par ces jeunes. Il y a des moments où il faut être un peu interventionniste et puis dire non, stop là, votre prix il est délirant. Vous êtes 50% au-dessus de la valeur du marché alentour, c'est pas possible, on ne peut pas accepter. Alors oui, on intervient avec révision de prix, oui, vous allez retirer les biens de la vente sans doute, mais au moins cette vente, elle ne se fera pas maintenant pour créer une nouvelle référence. Si dans les années 60, lorsqu'on a créé l'instrument qu'est la SAFER, nous étions face à un outil de politique publique
avec un financement public, notamment, pris sur le budget de l'État. On a bien compris avec le temps, les politiques agricoles qui se sont succédées n'ont pas renforcé les moyens donnés aux SAFER, en même temps qu'on leur assignait, chaque loi d'orientation ou d'adaptation, on leur assignait des objectifs supplémentaires, mais à moyens constants. Donc la SAFER, dans ce contexte, dans un certain nombre de cas, elle ne peut malheureusement être que spectatrice, parce qu'il lui est difficile de toucher à tout, y compris de faire des actions en révision de prix systématiquement, de faire des préemptions systématiquement. Aujourd'hui, d'aucuns disent la SAFER est à la fois traitée comme un gendarme, et de l'autre côté, comme un empêcheur de faire, et de l'autre côté, on déplore son inaction. Nous avons mis en place une politique spécifique sur le foncier agricole, parce qu'il nous a semblé très important d'être, je dirais, en appui des jeunes. Et donc la région a mis l'accent sur l'installation en prenant en charge le coût du portage foncier nécessaire à la transmission vers ces jeunes agriculteurs. Une exploitation se laisse. Si on veut assurer la meilleure succession possible, essayons de garder la cohérence de la structure si elle est bonne, et de ce fait-là, évitons que ça soit effectivement sectionné en 3 ou en 4, que l'on se propose, c'est les conventions de stockage, c'est de dire à la SAFER, cette exploitation, on s'en réserve pour un jeune agriculteur et on ne la démantèle pas. Le cas d'une ferme où on faisait de l'élevage à Saint-Martin-du-Fouillou, donc en Deux-Sèvres, donc 82 hectares, élevage, l'exploitant veut s'en séparer, et on est en passe de voir l'exploitation passer à un autre exploitant qui la souhaitait, en continuité de la sienne, pour faire des céréales. La SAFER a préempté, il a fallu attendre 2 ans, et puis un jeune agriculteur s'est présenté pour faire de l'élevage, et il a pu être installé grâce à l'intervention de la SAFER. Donc coup double, installation d'un jeune agriculteur et maintien de l'élevage dans cette région-là. Nous attendons de la SAFER qu'elle soit le partenaire et le bras armé, même foncier, pour ces politiques de qualité. Donc quand il y a du foncier disponible à la périphérie des villes, et quand il y a des agriculteurs, des jeunes ou pas du reste, qui pensent baser leur activité économique sur ce type d'activité de clientèle urbaine, eh bien il faut y aller. La SAFER, à un moment donné, va être la clé, en tout cas, ou le déverrouillage du système foncier. Nous avons signé une convention donc, avec la SAFER pour aider les jeunes à trouver les moyens de s'installer. Alors, dans les installations pour les jeunes, il y a le foncier et puis les infrastructures, enfin les investissements liés proprement parler avec leur activité. Soulager ces jeunes agriculteurs du foncier pendant 10 ans, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à racheter, enfin ils s'engagent dans la mesure du possible à racheter au bout de 10 ans le foncier. On leur garantit le prix, c'est-à-dire que le prix fixé en début de période sera maintenu jusqu'en fin de période, et ça leur laisse le temps de s'installer dans leur profession, enfin dans leur activité, d'y trouver une rentabilité nécessaire pour pouvoir faire l'acquisition du foncier. Et la SAFER aujourd'hui manque peut-être de moyens. Donc justement, c'est en se mettant ensemble, en signant des conventions avec l'ensemble des partenaires agricoles, que la SAFER arrivera à obtenir des moyens. Et Jeunes Agriculteurs a travaillé dans ce sens-là. Le fait qu'on voit aujourd'hui des nouveaux investisseurs venir sur le marché du foncier et frapper à la porte de la SAFER, ça je sais que c'est des retours que j'ai eus, je considère que c'est plutôt aujourd'hui une opportunité, puisque on sait que dans le monde agricole, dans l'agriculture aujourd'hui, le poids du foncier va être un capital très lourd, et quand un jeune doit s'installer et doit acheter du foncier, ou même un agriculteur en cours d'activité qui doit acheter une partie importante de son exploitation, ça mobilise un capital important, et puis ça bloque parfois d'autres projets de développement. Et le fait que des capitaux extérieurs viennent sur le foncier,
Ça va libérer des moyens pour l'agriculture pour faire plutôt du développement agricole, pour s'investir plus dans l'exploitation et non pas des moyens financiers importants bloqués dans le foncier. Aujourd'hui, dans les débats que nous animons, où se réunissent tous les acteurs d'un territoire, le monde agricole, les collectivités locales, les acteurs de l'environnement, l'État, effectivement, il nous arrive de constater que les points de vue sont parfois diamétralement opposés. Et que cette zone de conflit qu'on palpe, notre mission est de l'apaiser, de faire se rencontrer ces différents acteurs d'un premier abord opposés et de les amener à un consensus qui permette de concilier l'agriculture et l'environnement. Alors, par rapport à l'agriculture, par rapport à l'environnement et au lien avec les SAFER, justement, les SAFER doivent être le moyen, et là, la profession agricole doit le comprendre, doit évoluer là-dessus. Certains ont évolué, d'autres moins, doivent comprendre que nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes plus les seuls dans le milieu rural, dans le milieu agricole, dans le milieu du foncier. La terre, aujourd'hui, est un bien commun qu'il nous faut partager pour la production. Il faut aussi que les autres respectent cette fonction de production qui est indispensable pour les exploitants pour en vivre, mais aussi pour toutes les populations pour avoir à manger. Mais d'un autre côté, une majorité d'agriculteurs ont compris que les aspects environnementaux devaient être maîtrisés. En région Poitou-Charentes, la profession et la SAFER sont sur la même longueur d'onde sur un certain nombre de sujets, même si dans l'application, il va de soi qu'on souhaiterait qu'il y ait moins d'intervention pour l'environnement, pour la compensation environnementale et plus pour la production agricole. On est dans une région où la volonté régionale est très forte vers la décroissance et que nos propositions sont plutôt vers la production, vers l'économique pour installer plus de jeunes, pour faire plus de valeur ajoutée. C'est vraiment, on a vraiment un peu une divergence de vue là sur le sujet, mais qui n'est pas tant avec les gens responsables professionnels de la SAFER qu'avec le conseil régional. Probablement que le fait que la SAFER ait à gérer les dossiers de compensation environnementale, dossiers portés par la région pour être plus proche de l'environnement, est un moindre mal pour la profession agricole, puisque c'est aussi des agriculteurs qui vont le gérer. Ça ne me dérange pas de rechercher des terrains d'intérêt, puisque nous, agriculteurs, on travaille avec l'environnement tous les jours, on sait qu'il y a des points d'équilibre, mais dans le moment où ils acceptent le fait que la durabilité porte aussi sur l'économie, et pas que sur l'environnement, moi je suis prêt à échanger avec eux. Nous considérons que la SAFER n'a pas à aider à la sanctuarisation des terres agricoles. Et nous, le conservateur d'espèces naturelles en Poitou-Charentes, donc depuis la dernière loi qui a été votée sur les SAFER nous a demandé de siéger dans les comités techniques au sens de représentants des structures de l'environnement aussi très très large. On a trouvé le moyen que la SAFER se mette en complémentarité des autres outils existants. C'est-à-dire que nous, on a un établissement public foncier qui travaille beaucoup sur les zones urbaines, suite à Ximtia, sur les zones littorales, etc., avec le conservatoire littoral. On a le Marais Poitevin, où la SAFER travaille avec le parc naturel du Marais Poitevin et les acteurs locaux du côté Poitou-Charentes, du côté Vendée. On a après les zones, je dirais, périurbaines. Et donc la SAFER a signé des conventions avec l'ensemble des départements qui ont la compétence de gestion des espaces périurbains et des espaces naturels, quoi. Notre objectif, c'est d'optimiser l'occupation du sol dans les compartiments agricoles, les compartiments hydrauliques, et pour cela de procéder à des échanges. Donc nous sommes un opérateur qui facilite ces actions foncières, mais nous n'avons pas, encore une fois, vocation à être propriétaires. Donc nous faisons appel à la SAFER, à son expertise, à ses compétences, pour porter l'acquisition de certaines parcelles. La ligne LGV, 3400 hectares d'impact. Et la SAFER s'est intéressée à 1400 hectares sur ces 3400. Deux actions de la SAFER, une en faveur des agriculteurs, j'allais dire c'est un peu son cœur de métier, mais une également en faveur de la protection de l'environnement d'une manière générale, pour compenser les impacts de la ligne. À la FNSEA, notre leitmotiv aujourd'hui, c'est de dire comme on fait de la compensation environnementale, on doit faire de la compensation agricole. Et par compensation agricole, on dit demain,
un peu moins de surface, donc plus de valeur ajoutée à la surface. Ça veut dire comment on aide à la structuration d'une réserve de substitution pour stocker de l'eau ou d'une réserve de production d'eau qui va nous permettre d'intensifier les quelques hectares qui resteront, de faire de l'arbo, de diversifier les productions, de faire d'autres productions qui permettront de maintenir la valeur ajoutée et donc les emplois sur le terrain. On a même, je crois, quelques exemples de surfaces de zones humides qui étaient plus ou moins abandonnées, où le fait qu'il y ait un contrat entre le CREN et certains éleveurs permet à nouveau de produire et d'élever des animaux sur ces espaces-là, alors que très souvent, c'est des terres qu'on abandonne. Il y a eu un domaine agricole de pratiquement 180 hectares qui était à vendre, avec des étangs, deux étangs, surtout un très grand, et qui était proche d'une surface boisée en Natura 2000, qui était propriétaire déjà de la communauté de communes et de la commune. Et là, il y avait des élevages de moutons. Alors on a organisé, c'était à vendre, on a organisé le stockage par la SAFER. La SAFER a cherché un jeune pour s'installer sur des bas-termes agricoles qui étaient très importants et sur les terres agricoles et même des terres drainées qui étaient présentes, donc on pouvait faire à la fois de l'élevage, des céréales et puis de la prairie. Et on avait une partie prairie humide autour de l'étang. Et à partir de là, nous, le CREN, on a fait le cahier des charges environnementales, on s'est mis d'accord avec le jeune agriculteur qui était candidat en disant voilà, sur tant d'hectares de prairie, voilà le cahier des charges pour exploiter l'herbe de telle façon, le pâturage de telle façon. Le reste a été loué par la SAFER, vendu par la SAFER, le jeune a acheté, il va faire des céréales, des moutons, sans doute de l'arboriculture, etc. Il a pris les bâtiments et là on a un bail à long terme. Eh bien, pour la politique de l'eau, les normes de qualité ne sont pas là. Donc il faut aller plus loin. Et aller plus loin peut passer, dans un certain nombre de cas, par une intervention sur le foncier dans les champs captants, dans les périmètres de protection des sources. C'est donc très certainement une mission que la SAFER peut porter. L'obsession des syndicats d'eau, notamment sur les zones calcaires et quand la production d'eau se fait par captage, nécessite des zones de protection de ces captages. Et les syndicats d'eau ont précisément pour vocation à constituer ces zones, ces périmètres rapprochés de protection. Et là, on s'aperçoit que beaucoup de syndicats d'eau, en tout cas c'est le cas dans les Deux-Sèvres, ont passé des conventions avec la SAFER avec l'espoir qu'ils pouvaient donc, à travers cette convention, eh bien, acheter, lorsque c'était nécessaire, les parcelles dont ils ont besoin pour assurer la protection. Les SAFER devraient, sur ce point précis, trouver la façon de privilégier, lorsque c'est nécessaire, l'attribution des terres aux syndicats d'eau plutôt qu'à l'agrandissement de telle ou telle exploitation agricole. Je pense que les hommes, pour pouvoir s'entendre et vivre en paix, ont besoin de temps en temps d'organisation. Ça s'appelle l'ONU quand il s'agit des nations, qu'il y ait localement des structures qui, sur le terrain, font en sorte que tout le monde peut se parler, peut s'entendre. Je crois que c'est très utile. SAFER, à travers ses missions, aujourd'hui, tout doit être mené dans une logique d'économie foncière. Une collectivité qui a un projet, eh bien, notre rôle, c'est de l'aider, de trouver des compensations pour la partie agricole si un agriculteur est impacté, mais nous devons aussi lui rappeler, à chaque fois, et nous le faisons à chaque convention que nous avons avec les collectivités, lorsqu'un projet peut se faire sur 1 hectare, n'allons pas mettre 3 hectares. Vous constituez une zone, vous ne savez pas qui va venir dessus. Le demandeur peut être enclin à demander une surface qui répond à son attente immédiate, mais qui va couvrir qu'une partie de la propriété. Alors pourquoi acheter 3 hectares quand 1,5 hectare suffise? Sauf que l'industriel va dire oui, mais moi j'ai un projet d'extension et j'aurai besoin peut-être à terme de 3 hectares. Donc on nous a reproché de vendre des zones, enfin des espaces trop importants par rapport à la demande. Vous savez que dans l'économique, vous savez, nous, collectivités, c'est toujours ce que je dis, on est facilitateurs. Mais c'est le monde économique qui commande dans ces cas-là. Si les politiques étaient en capacité de définir clairement ce que sont des vrais projets de territoire, et là on pourrait faire des arbitrages qui vont bien, avec les documents utiles et les politiques qu'il conviendrait de conduire à l'intérieur de ça. Je crois qu'on souffre, pourquoi il y a conflit? Parce qu'on souffre d'absence de clarification de l'usage qu'on veut faire d'un territoire.
Alors, je pense que sur les emprises de terre pour l'urbanisation, pour les infrastructures, on n'échappera pas et ça fait partie du développement économique. Mais point trop n'en faut là aussi, puisque à un moment donné, il y a quelques années, chaque commune voulait avoir sa zone industrielle, sa zone artisanale. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de quoi investir pour l'industrie. Et moi, ce que j'ai en mémoire le plus, c'est lorsque est arrivé en Vendée le désenclavement routier. Si nous n'avions pas eu la SAFER en Vendée, jamais on n'aurait pu trouver l'osmose entre les besoins de foncier pour faire ce désenclavement routier. On a quand même fait un passage du nord au sud et de l'est à l'ouest en matière d'autoroute. Et si on n'avait pas eu la SAFER pour faire du stockage foncier, jamais on aurait réussi cette prouesse de permettre à réorganiser les exploitations agricoles, permettre de stocker du foncier à l'occasion de départ à la retraite et d'en avoir suffisamment pour continuer l'installation des jeunes. Deuxième chantier majeur, ça a été sur la mise en place de centres d'enfouissement technique, qui était justement un moyen de se dire il faudra trouver encore une fois de la terre agricole pour gérer ces déchets de l'ensemble de la population. Donc là aussi, crispation du monde agricole, et qu'est-ce qu'on était en mesure de mettre en place pour trouver des solutions pour les agriculteurs. Eh bien, une fois encore, dès le début, et suffisamment en amont, c'est parce que la SAFER est intervenue en lien avec les propriétaires, en lien avec les agriculteurs pour faire du stockage foncier. Je vous cite vraiment ces deux exemples qui ont permis de maintenir la modernité des enclavements et en même temps la politique d'installation. Les acteurs qui ont appauvri la surface de nos départements, la surface agricole utile de nos départements, ce sont les collectivités locales, ce ne sont pas les propriétaires. Et les SAFER ont aidé les collectivités locales à aller dans cette direction-là. 90% des transactions, des achats de foncier faits par les collectivités locales ou territoriales sont faits par l'intermédiaire des SAFER. Donc les SAFER sont le bras armé de la consommation foncier rurale pour les collectivités locales et territoriales. Alors, il faut rappeler que la mise en œuvre d'un projet, c'est pas la SAFER qui le décide. Il y a d'autres instances pour ça. Les CDCEA, Commission départementale consommation des espaces agricoles, où sont validés les PLU, les SCOT, et c'est à ce stade-là que se valide l'extension urbaine sous toutes ses formes. Une fois que ces décisions sont prises de la SAFER, elle intervient, mais pour en faciliter la mise en œuvre. Et le vrai rôle de la SAFER, c'est de faire en sorte que ces projets, une fois qu'ils ont été validés, la mission de la SAFER, c'est de les accompagner pour qu'ils aient le moins d'impact possible sur le monde agricole et sur l'environnement. Nous avons une convention avec notre SAFER, on l'utilise, par exemple, vous voyez, il y avait un projet d'autoroute que l'État a arrêté entre le Rochefort et la Vendée, qui pose d'ailleurs un problème économique et d'aménagement des territoires considérable. La SAFER avait été notre instrument pour préparer les réserves foncières. La SAFER a travaillé avec Vinci et ses différentes sociétés sur la LGV Tours-Bordeaux, qui traverse toute la région actuelle Poitou-Charentes et la Charente-Maritime fortement, pour les aménagements, les compensations. Nous avons un syndicat mixte que j'ai créé avec mes collègues de l'Assemblée départementale pour gérer des réserves d'eau. La SAFER va être notre instrument. Vraiment, vous avez dit que c'est une vieille dame, 50 ans, d'abord une femme est toujours belle et jolie à 50 ans, et je pense que vraiment, plus que les établissements fonciers publics qui sont très urbains dans leur mentalité, la SAFER est pour l'ensemble des collectivités le bon instrument d'aménagement de l'espace rural. Moi, ce qui me paraît très important pour l'avenir, c'est qu'on arrive à avoir une bonne articulation entre les missions de la SAFER, et notamment de préserver les espaces agricoles, de pouvoir en acquérir, et puis d'avoir avec l'EPF des relations de qualité, qu'on ne soit pas du tout dans des logiques de concurrence qui seraient absurdes, mais au contraire des logiques de complémentarité. Les SAFER ont une expertise du monde agricole que n'a évidemment pas l'EPF, par leur ancienneté, par leur histoire, alors que l'EPF a plutôt aujourd'hui une logique urbaine. Moi, je pense qu'il est de notre responsabilité de trouver la bonne articulation
entre ces deux outils publics qui sont pour nous très importants. La nécessité d'outils publics pour l'aménagement d'espaces comme notre communauté d'agglomération est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas laisser à l'initiative privée le soin d'aménager notre espace. L'habitat ou la politique des années 80-90 a été de la construction d'habitats neufs en périphérie des bourgs, et donc qui était assez consommateur là encore évidemment de foncier. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit. On est, parce que d'abord l'extension de réseau coûte très cher en fonctionnement, donc les élus locaux ont compris qu'il ne fallait pas nécessairement s'agrandir, mais se poser la question de l'habitat ancien vacant, qui est une réalité en milieu rural, travailler la question des verrues, comme on appelle ça nous dans nos bourgs, plutôt que de continuer. La perte des terres agricoles sur notre région, qui était il y a 3 ou 4 ans de 7 000 à 9 000 hectares à travers les 5 départements, qui quittaient l'agriculture, c'est vrai que nous avons quand même tout le littoral, est retombée à 4 000 hectares. Et je suis convaincu que la SAFER a été un outil pour limiter, disons, le gaspillage des terres agricoles. C'est une structure qui, au début, a été extraordinairement contestée. Parce que dans un monde qui était un monde de propriétaires, qui étaient en fait des gens très individualistes, l'arrivée de cette autorité de la SAFER, avec des gens qui étaient progressivement compétents, tout ceci a été très contesté. Et puis, dans le milieu agricole, les rivalités, celui-là a une exploitation plus grande que la mienne, etc., etc. Il y avait beaucoup de sensibilité qui faisait qu'il y avait de l'irritation. Progressivement, la SAFER s'est professionnalisée et au fond est devenue un lieu médiateur entre les agriculteurs, mais aussi l'intérêt du territoire, les collectivités territoriales et les élus. Et en fait, au fond, ce lieu médiateur s'est imposé comme un lieu de dialogue. À partir du moment où la SAFER a cherché à plus convaincre qu'imposer, elle a réussi. De temps en temps, il faut faire preuve d'autorité, elle a des règlements qui le lui permettent, mais la règle générale, c'est le dialogue, ce doit être le dialogue, et c'est pour ça que la SAFER s'est fait beaucoup mieux accepter. Je pense que ça serait une folie de casser ce merveilleux instrument d'aménagement du territoire que sont les SAFER. Je considère que c'est un instrument qui a fait ses preuves et qui n'est pas qu'au service de la ruralité, qui est au service de l'ensemble de l'aménagement du territoire. J'ai l'intention de recevoir les SAFER pour en parler avec elles, et peut-être avec elles de faire un petit kit pour les départements sur ce que peut être une relation utile et intelligente entre une SAFER et son département. L'histoire des SAFER, c'est avant tout l'histoire du monde agricole et de la régulation, autant que faire se peut, de l'installation et de l'agrandissement. Ça n'est pas, je dirais, une histoire qui a accompagné le développement de la SAFER que de protéger l'environnement ou d'intervenir pour les collectivités locales. Cette histoire est plus récente. J'ai envie de dire ça rentre dans les mœurs aujourd'hui, mais je pense que c'est voué à un bel avenir. Je pense que la SAFER a bien conseillé les dirigeants locaux, les maires, les élus départementaux, les élus régionaux, et que c'est devenu un expert du territoire parmi d'autres, qui a une vocation, qui a ses objectifs, mais qui nous a donné des informations qu'on n'avait pas auparavant. La SAFER a aussi essayé de faire en sorte qu'il y ait des positions arbitrales qui soient faites sur un certain nombre de dossiers qui étaient très difficiles. Alors, au début, on a accusé la SAFER d'avoir une idéologie politique. Ensuite, on a accusé les acteurs de la SAFER d'être des technocrates, des bureaucrates. Et puis finalement, comme toute institution, elle s'est faite au terrain, elle s'est moulée, elle a commencé à ressembler au territoire. Et finalement, j'entretiens de mon expérience que c'est un lieu qui résout plus de conflits qu'il n'en crée.